la parole. Merci, cher Président. Avant d'aborder cette question ô combien d'ailleurs ingrate de la vérité en politique, je me disais, au fond, Bérénice, c'est un peu comme Dieu. Elle préférait avoir un public qui éventuellement ne soit pas d'accord que pas de public du tout. Alors, Philippe Loveau devait traiter ce sujet extrêmement ingrat qui est la vérité en politique. Vous allez voir que ce sujet est excessivement ingrat. Je rappelle que Philippe Loveau est professeur de droit à Paris 2, à l'université de Panthéon-Assas, qu'il est l'un des meilleurs spécialistes en Europe des grandes démocraties. D'ailleurs, Philippe Loveau nous a dit qu'il fallait absolument citer M. Belcher, qui lui aussi a écrit sur la démocratie, dans un ouvrage qui s'appelle Démocratie au pluriel. Et Philippe Loveau le cite en note en disant grand ouvrage empreint d'universalisme classique dans la tradition aristotélicienne. Alors, ce que nous allons faire, c'est que lire un texte, c'est toujours quelque chose d'un peu rébarbatif. Donc, je vais introduire le sujet, lire la première partie du texte de Philippe Loveau. Je la commenterai, et je verrai que je suis d'ailleurs dans l'ensemble tout à fait d'accord avec lui. Je passerai ensuite à la deuxième partie de Philippe Loveau. Je la commenterai de nouveau, j'apporterai quelques éléments supplémentaires. On arrivera ensuite à deux conclusions, celle de Philippe Loveau et la mienne, et nos conclusions se rejoignent. Alors, d'abord, c'est moi qui parle, je vais laisser la parole ensuite à Philippe Loveau. Moi, je suis Olivier Tournafond, donc professeur de droit à l'Université de Paris 12. Pas tellement spécialiste du droit public, mais bon, ça m'a toujours intéressé quand même, notamment la science politique. Alors, qu'est-ce que la vérité? C'est voilà, cette question de Ponce Pilate est toujours d'actualité, finalement. On pourrait dire que la vérité est la conformité d'un écrit, d'une parole, à une réalité. Alors, soit une réalité tangible, une réalité matérielle, une réalité palpable, physique, historique, scientifique, ou alors une réalité intangible, religieuse, métaphysique, philosophique, une réalité qui n'a pas d'existence matérielle. Ce qui explique que la vérité soit d'un accès plus ou moins facile ou plus ou moins difficile. Il faut partir d'une idée toute simple, c'est que l'homme est extrêmement limité. L'homme a 5 sens, une intelligence, mais qui connaît elle-même de très nombreuses limites, et que l'homme perçoit une toute petite partie de la réalité. On pense qu'il ne perçoit que 5% de la réalité, et une bonne partie de la matière nous est inconnue, 85% de la matière nous serait inconnue. Alors, à partir du moment où l'homme ne perçoit qu'une toute petite partie de la réalité, la vérité, qui est la conformité d'une parole ou d'un écrit à la réalité, nous échappe nécessairement dans une très grande proportion. Donc l'idée de détenir la vérité est une idée parfaitement stupide ou parfaitement démoniaque, d'ailleurs. La recherche de la vérité a pour première condition l'humilité de l'homme et la connaissance de ses propres limites, loin de l'hubris contemporain, qui veut au contraire faire de l'homme une nouvelle divinité. On reviendra là-dessus. Alors, il y a une analogie avec la justice. La justice est la conformité d'un acte ou d'une parole à des valeurs transcendantes, surnaturelles, qui sont orientées vers le bien. Là encore, la justice nous échappe en grande partie, elle est d'un accès plus ou moins difficile. C'est une exigence morale qui transcende et qui est plus ou moins difficile à satisfaire. Elle implique la prudence et l'humilité. Dans les sociétés traditionnelles, dans les sociétés antérieures à la Révolution française, il n'a jamais été question de vérité politique. Ce terme aurait paru parfaitement stupide et saugrenu. On pensait qu'il y avait des vérités en politique, il y avait des grandes tendances, d'ailleurs Machiavel dans Le Prince en énonce un certain nombre, des règles, mais c'était des règles empiriques, des règles qui étaient fondées sur l'observation et l'histoire, mais l'idée qu'il existerait une vérité politique qui aurait paru une parfaite absurdité. C'est avec la révolution industrielle et politique et sociale du XIXe siècle que les grandes idéologies vont aboutir à ce concept de vérité politique qui va connaître son heure de gloire, on va dire, au XXe siècle, avec les horreurs de ce siècle. Le national-socialisme, bon, la vérité c'est le surhomme, la vérité politique c'est le surhomme qui doit dépasser l'homme, et le communisme, pour lequel la vérité politique c'est la société sans classe et l'abolition de la propriété privée. On sait comment tout cela a fini. Et aujourd'hui, le mot vérité politique n'est plus vraiment employé, parce qu'on est très échaudé, on parle toujours de vérité scientifique, historique, religieuse,
mais on évite soigneusement de parler de vérité politique, parce que depuis la chute de l'URSS, c'était quand même le titre de la Pravda, voilà, c'était la vérité politique, et ça a laissé d'assez mauvais souvenirs. Donc on croit superficiellement que la vérité politique a totalement disparu de notre horizon mental. Et Philippe Lauveau va nous montrer qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Alors je suis désolé, je vais peut-être faire souffrir certaines personnes, parce qu'il nous montre qu'en réalité, cette extravagante prétention qu'il existerait une vérité politique continue à sournoisement irriguer de manière souterraine et en filigrane toute notre société moderne. Quelle est cette prétendue vérité politique qui est sournoise? C'est la démocratie. La démocratie va être le dernier credo de l'homme moderne et on lui sacrifie énormément de choses. Alors, Philippe Lauveau, qui est d'ailleurs un des spécialistes de la démocratie, c'est pas quelqu'un qui est spécialiste de la monarchie ou de l'aristocratie, c'est un spécialiste de la démocratie. Va nous donner un texte extrêmement intéressant et en même temps extrêmement critique. Alors je cite maintenant Philippe Lauveau. Voilà ce qu'il dit. Je suis son introduction. La question du rapport entre vérité et politique est à l'ère contemporaine étroitement liée à celle de statuts conceptuels hégémoniques réservés à la démocratie dans la pensée politique. Kelsen était un grand juriste autrichien qui a commencé sa carrière sous le règne de François-Joseph d'Autriche, empereur, et puis qui a terminé sa carrière entre les deux guerres. C'était un juif d'ailleurs, mais tout à fait remarquable, qui a créé la fameuse théorie de la pyramide des normes, on appelle toujours pyramide de Kelsen. Alors Kelsen observait qu'à la suite des révolutions bourgeoises du XIXe siècle, l'idéal démocratique était presque devenu une évidence. Libéralisme et socialisme divergent idéologiques, non pas, dit Lauveau, de divergence idéologique à cet égard. Le mot d'ordre démocratie domine les esprits et d'une façon presque générale, il prend une valeur de postulat. Ainsi, dit-il, les avancées de l'idéal démocratique se sont-elles déployées sur deux terrains. D'une part, sur le terrain théorique, avec l'apparition de ce que Philippe Lauveau appelle le fidéisme démocratique, moi j'appellerais ça plutôt le fondamentalisme démocratique, dont on va voir qu'il est une sorte de nouvelle religion. Et puis ensuite, également, la confortation de ce dogme par des procédures démocratiques, et en particulier l'idée suivant laquelle, dit Philippe Lauveau, le recours aux procédures démocratiques garantirait la rectitude du processus de décision politique indépendamment de la valeur de la décision elle-même, c'est-à-dire une foi quasi aveugle dans le caractère nécessairement vertueux du processus démocratique. Commençons par la première partie, le dogme de ce que Philippe Lauveau appelle le fidélisme démocratique. Il nous dit la démocratie a peu à peu acquis un statut de vérité religieuse de nature dogmatique. Carl Schmitt, qui est un autre publiciste allemand, fait observer que tous les concepts centraux de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés, qui d'ailleurs échappent à toute démonstration scientifique et empirique. Ils dérivent directement de la pensée chrétienne. C'est également l'avis de Joseph Schumpeter, autre publiciste allemand, qui montre à quel point la démocratie contient des traits essentiels de la foi chrétienne. Elle réaliserait le plan du Créateur dans le domaine politique, à travers l'égalité qui est censée matérialiser le vote. L'idée, au fond, que nous sommes tous égaux devant Dieu trouverait une expression dans le suffrage universel. La voix du peuple deviendrait la voix de Dieu, car elle réaliserait l'égalité entre les hommes, sans qu'il importe qu'aucune des deux voix soit vérifiable, parce que c'est un article de foi. Et Philippe Lauveau poursuit, alors je suis obligé de résumer un petit peu son texte parce que je surveille l'horloge et je ne veux pas qu'on termine à 11h du soir. Et Philippe Lauveau nous dit, au fond, la démocratie, curieusement, connaît elle-même sa trinité. Il y a trois principes fondamentaux, l'égalité politique, la volonté du peuple et la représentation. Ces trois éléments ne sont pas observables dans la réalité, parce qu'on ne retrouve aucun des trois, mais on les postule parce que ce serait le bien qui l'exigerait. Postulat moral. Le bien exigerait d'admettre l'égalité politique, la volonté du peuple et la représentation.
Or, Philippe Lauveau nous dit que si l'égalité politique peut se discuter et qu'elle est recevable en tant qu'idéal, les deux autres concepts, la volonté générale et la représentation, soulèvent de très grandes réserves. Et il cite à nouveau Kelsen. Kelsen, par exemple, nous dit qu'il doute sincèrement qu'il existe une volonté populaire ou une volonté générale. Kelsen est très mal à l'aise avec la conception métaphysico-religieuse en vertu de laquelle le peuple détiendrait par essence la vérité et le sens du bien commun. Et Kelsen est beaucoup plus réaliste à cet égard que Rousseau, qui essaye de nous faire croire dans sa théorie du contrat social que par définition, la majorité a toujours raison et que la minorité a toujours tort de ne pas s'être alliée à la majorité. Kelsen est quand même beaucoup plus réaliste et Kelsen ne reconnaît pas, dit Philippe Lauveau, une vérité qui procéderait de l'expression de la volonté du peuple. Kelsen est encore plus sévère avec la théorie de la représentation, parce que Kelsen fait observer que cette représentation conduit très souvent à s'éloigner complètement de la volonté véritable des mandataires, des mandants plutôt, des mandants, c'est-à-dire des électeurs, qui ne se reconnaissent absolument plus dans les politiques qui sont menées, et que d'ailleurs la théorie de la représentation a été utilisée tout autant par le despotisme que par la démocratie, puisque c'est toujours au nom de la représentation que l'on a donné des ordres. Et Kelsen est d'une telle sévérité qu'il écrit les lignes suivantes. La théorie de la représentation a pour rôle de légitimer le Parlement du point de vue de la souveraineté du peuple, mais cette évidente fiction destinée à dissimuler la réelle et considérable atteinte que subit l'idée de liberté du fait du parlementarisme n'a, à la longue, plus pu remplir son office. Elle a au contraire fourni aux adversaires de la démocratie l'argument que celle-ci se fonde sur une affirmation d'une fausseté flagrante. Et là, normalement, dans votre esprit, vous devez voir apparaître des gilets jaunes sur les routes qui réclament la fin d'un tel système. Alors après, il restera à voir si la démocratie directe est un remède et si le remède n'est pas pire que le mal. Voilà ce que nous explique Philippe Lauveau, et là j'ai résumé, parce qu'encore une fois, je ne peux pas m'étendre outre mesure. J'ajouterai juste quelques observations personnelles. L'égalité politique elle-même pourrait être discutée, parce que tout nous montre l'inégalité. L'égalité politique est plus une utopie qu'une réalité sociologique. Et d'ailleurs, si l'on était malicieux, on pourrait même faire remarquer que les grandes démocraties sont en réalité toujours des États à la fois oligarchiques et inégalitaires. C'est l'égalité pour le peuple et pour ceux qui n'ont pas d'argent. Mais dès lors qu'on atteint les classes dirigeantes, il n'y a plus question d'égalité. Donc là, on va dans le sens de Kelsen. En ce qui concerne la volonté populaire, je pense qu'on aurait pu aussi parler du paradoxe de Condorcet, ce grand mathématicien, qui d'ailleurs était démocrate, a démontré, et on appelle ça le paradoxe de Condorcet, que si, quelle que soit la manière dont on pose une question, on peut faire dire au peuple une chose et totalement son contraire. C'est le fameux paradoxe de Condorcet. Quant à la représentation, eh bien, on voit aujourd'hui les limites qu'elle a pu atteindre avec la contestation radicale des institutions parlementaires partout en Italie, en France, en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne. Il y a un mouvement de fond là aussi. J'observe une quatrième chose qui est extrêmement intéressante. Alors c'est un de nos collègues éminents, Jean-Louis Harouel, qui a montré à quel point la pensée démocratique découlait très directement de la pensée chrétienne, mais par une sorte de dénaturation. Harouel va tout à fait dans le même sens que Schumpeter et au fond que Kelsen, et il nous dit que le dogme égalitaire et démocratique est une dénaturation évidente de la foi chrétienne, puisque c'est une foi chrétienne qui a perdu la distinction entre le spirituel et le temporel. Elle s'est, en quelque sorte, humanisée, elle s'est laïcisée. La démocratie, c'est la chrétienté sans Dieu, sans Jésus, sans le Créateur, sans la Sainte Trinité, sans le Saint-Esprit. Elle puise ses racines, montre Harouel dans plusieurs ouvrages,
dans de vieilles hérésies du christianisme, toutes celles qui ont voulu diviniser le monde et diviniser la terre et faire le paradis sur terre, avec les résultats très médiocres que l'on connaît. Il cite la gnose et le millénarisme. Et Jean-Louis Hauel nous dit au fond, il n'y a rien de révolutionnaire dans la pensée révolutionnaire. Déjà, dans Marcion, qui est un gnostique du IIe siècle après Jésus-Christ, on trouve tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans les discours d'Emmanuel Macron, de Marcion à Macron, il n'y a pas. C'était d'ailleurs le titre d'une amusante chronique d'Éric Zemmour dans le film. Alors, la conclusion de Philippe Lauveau dans sa première partie est extrêmement intéressante. Il dit « Ainsi apparaît-il mieux que le fait de convertir la démocratie en article de foi, en vérité de foi, revient à créer une religion dont le Dieu est faillible. » Et ça va quand même très loin. Et ça rappelle le titre d'un libertarien célèbre, économiste libertarien américain qui s'appelle Hans Hermann Hoppe, parce qu'il est d'origine allemande, et qui a enseigné beaucoup à l'université de Las Vegas, l'université du Nevada, qui avait écrit en 2004 un ouvrage extraordinaire qui s'intitulait « Democracy, the God that failed », la démocratie, le Dieu qui a échoué. Il y a une analogie. Alors, je pars maintenant sur la deuxième partie de notre ami Philippe Lauveau, la confortation du dogme par les procédures démocratiques. C'est le deuxième volet de cette prétendue vérité politique. Alors, Lauveau nous explique le fidéisme démocratique, donc le fondamentalisme démocratique, peut encore se présenter sous une autre version, plus atténuée. C'est la croyance en la vertu intrinsèque des procédures démocratiques qui permettrait, comme par miracle, d'aboutir à une volonté générale et une vérité et une bonne décision. Pour le démocrate doctrinaire, le fait que la majorité veuille quelque chose, ce que Hayek avait relevé, est une base suffisante pour considérer cette chose comme bonne. Pour lui, la volonté de la majorité détermine non seulement ce qui est loi, mais ce qui est une bonne loi. Au fond, il y a dans ce deuxième volet de l'idéologie démocratique une sorte de providentialisme inversé. Avec Joseph de Maistre, était considéré comme un providentialiste. Il pensait que la Révolution française était le dessein de Dieu pour amener les hommes à résipiscence et pour les amener à comprendre leurs erreurs. Alors, eh bien, il y a dans l'idéologie démocratique une sorte de providentialisme inversé. Tout ce qui vient des procédures, des élections, des alternances est nécessairement orienté vers le bien, sans qu'on en ait même à s'interroger sur la qualité de la décision qui a été prise. Et il est vrai que Claude Bartolone, quand il était président de l'Assemblée nationale, avait un jour lu cette question d'un journaliste, mais Monsieur le Président, qu'est-ce qu'une loi juste? Et Bartolone, sans se désemparer, avait dit, c'est tout bête, une loi juste, c'est une loi qui a été régulièrement votée par le Parlement. Alors voilà, donc c'est facile, évidemment. Là, il n'y a plus besoin d'exercer beaucoup son esprit critique, et j'observerai que la loi donc est juste ou injuste en fonction des aléas et des alternances politiques, ce qu'on appelle le relativisme absolu, et ce que Nietzsche aurait appelé le nihilisme civilisationnel. Alors, Philippe Lauveau poursuit. Dans l'état de droit, la qualité de la loi n'est nullement déterminée par le fait que le législateur soit ou non démocratiquement désigné. De plus, la question de la vérité politique, censée s'exprimer à travers les procédures démocratiques, est à relier, dit-il, à celle de l'opinion publique, qui est le socle légitimateur des démocraties contemporaines. Or, cette opinion est manipulable par ceux qui maîtrisent les ressources politiques pour la modeler. Ça s'appelle le marketing politique, d'ailleurs. Les majorités peuvent être fabriquées par les médias, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, et grâce à l'utilisation des sondages, plus ou moins trafiqués, c'est moi qui ajoute, l'interférence des ressources économiques et médiatiques et leur influence sur la décision politique a été étudiée par un chercheur qui appartenait d'ailleurs à notre université de Paris 12, Bernard Balinier, qui avait établi une loi de corrélation financière. Dans les régimes démocratiques, celui qui a le plus d'argent est assuré d'emporter tôt ou tard les élections. Il me semble que ça s'est d'ailleurs vérifié aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, qui avait pas mal d'argent, il faut bien le reconnaître. Les aléas de ce processus, nous dit Philippe Lauveau, sont tels et si nombreux
qu'on peut penser que le fait d'affirmer que le processus décisionnel propre à la démocratie conduit nécessairement à des décisions adéquates ou à un degré plus élevé de vérité constitue un sophisme d'autorité au sens de la typologie des sophismes politiques de Bentham, c'est-à-dire un argument inhibiteur pour faire taire ce qu'on pourrait appeler les dissidents. On pourrait taire les dissidents, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas à cette idéologie. Et à la fin de son texte, Philippe Lauveau nous dit « Et la croyance en une augmentation de la rationalité et de la rectitude de la décision politique, parce qu'elle a été votée démocratiquement en fonction du nombre important de participants, est particulièrement mal fondée. » Il précise sur le constat historique du nombre de décisions mauvaises ou aberrantes prises dans un contexte de très forte majorité ou d'unanimité, on peut comprendre que le jugement cruel de Mencken, qui avait affirmé la démocratie est une croyance pathétique en la sagesse collective de l'ignorance individuelle. Et il faut effectivement méditer à cette observation cruelle mais réelle. Je vous signale que ce sont les députés du Front populaire qui ont voté à une écrasante majorité les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui a fait une décision presque unanime. Il y a eu, je crois, que 30 voix contre et abstention. 80, oui. Eh bien, donc cette décision a été prise à une écrasante majorité, mais elle n'était pas très bonne. Et enfin, Philippe Lauveau conclut « Les actuelles prétentions à développer les modèles de démocratie participative ou délibérative n'apportent aucune cohérence au système, puisque, là je résume sa pensée, parce que le temps nous est compté, parce que finalement ils aboutissent à concurrencer, au nom d'une discussion ouverte à tous, le principe de majorité, qui reste le principe de base du système démocratique, et donc à affaiblir la loi de la majorité, puisqu'on peut toujours protester contre la décision majoritaire au nom d'arguments nouveaux qui pourraient être opposés indéfiniment. Alors, conclusion. La loi majoritaire, d'abord, n'a jamais été traditionnellement considérée comme source de vérité. C'est une imposture totale du monde moderne. La loi majoritaire est simplement un principe pacificateur. Le groupe le moins nombreux accepte de se soumettre au groupe le plus nombreux pour éviter la guerre civile. C'est un principe pacificateur. Mais jamais une majorité d'erreurs n'a fait une vérité. Donc ça, il faut tout de même le rappeler, et c'est un point fondamental. Ensuite, deuxième observation, Montesquieu, qui était un homme d'esprit, avait observé que plus on réunissait de gens intelligents dans une assemblée, et moins on obtenait de décisions intelligentes. Parce que finalement, les intelligences en trop grand nombre se neutralisent au lieu de s'additionner. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, que j'ai constaté dans les sphères universitaires, quand on voit les circulaires que pondent régulièrement à la présidence de l'université. Enfin, pour terminer mes observations, il existait, et il existe toujours, un sociologue soviétique remarquablement perspicace, Sergueï Karamurza, qui a établi la manipulation des foules dans les grandes démocraties occidentales. Karamurza, qui a d'ailleurs été longtemps un des conseillers du KGB, qui était quand même assez spécialiste du mensonge et de la séduction, disait dans les États occidentaux démocratiques, la seule manière de gouverner est de mentir et de séduire, parce que sans ça, c'est l'anarchie. On est toujours obligé, pour obtenir les suffrages du grand nombre et l'appui de l'opinion publique, de manipuler les consciences. C'est la règle de base de tous les régimes démocratiques. Et son ouvrage fondamental s'appelait « La manipulation des consciences », qui est d'ailleurs disponible en russe sur Internet, et peut-être qu'il y a quelques traductions. Et Karamurza, loin de considérer la démocratie occidentale comme le règne de la vérité, voit plutôt en elle l'empire du mensonge. Alors, Philippe Lauveau conclut de manière assez amère et pessimiste. Il nous dit finalement, il apparaît que dans le domaine politique, la politique moderne n'a pas naturellement vocation
à être le domaine dans lequel l'exigence de vérité se révèle de manière spontanée. Et il cite la formule de Chesterton: quand on cesse de croire en un Dieu, ce n'est pas pour croire en rien, mais bien en n'importe quoi. Philippe Loveau dit: malheureusement, la politique dérive vers ce n'importe quoi. Et il rappelle la phrase du comte de Chambord, qui aurait pu être Henri V, le dernier roi légitime: on ne revient, on est le 21 janvier, je vous le rappelle, on ne revient pas à la vérité en changeant d'erreur. Alors cette mise en garde de celui qui peut être le dernier roi légitime devrait, comme on dit aujourd'hui dans les médias, nous interpeller quelque part, phrase qu'on entend parfois, devrait nous interpeller à l'heure où certains réclament à corps et à cri le passage de la démocratie parlementaire à la démocratie directe. Est-ce que le remède ne risque pas d'être pire que le mal? Alors, la conclusion, et bon, j'en ai presque plus, j'en ai pour quelques minutes, la conclusion désabusée de Philippe Loveau, c'est au fond, il n'y a pas de vérité politique. Non pas que la démocratie soit une chose mauvaise en soi. La démocratie est un mode d'exercice du pouvoir au même titre que d'autres, qui peut coexister d'ailleurs avec d'autres. La monarchie a des avantages et des inconvénients. L'aristocratie a des avantages et des inconvénients. La démocratie a des avantages et des inconvénients. Qu'elle soit directe ou indirecte, chacun a ses points forts et ses points faibles. Et on parlait tout à l'heure, le père Pic nous parlait des gens qui sont de sens rassis, comme nous sommes, je crois. Les gens qui étaient de sens rassis existaient déjà, puisqu'Aristote préconisait le régime mixte. Un monarque, une élite, un peuple, pour que le pouvoir arrête le pouvoir, pour que la mégalomanie de l'homme et ses imperfections soient tempérées par la prudence des autres. L'idée du régime mixte est totalement à l'opposé de l'idée du fondamentalisme démocratique, qui est sans doute la dernière grande idéologie du monde moderne. Et il y a un caractère extrêmement actuel à ce débat, qui n'est pas qu'un débat théorique. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que la démocratie parlementaire, victime de ses contradictions internes, comme diraient les marxistes, est sur le point non pas d'exploser, mais d'imploser. Et ce risque d'implosion peut amener l'avènement d'un nouveau régime qui serait la démocratie participative directe. Et tout le monde a l'idée, la démocratie helvétique, qui est un modèle d'ailleurs. Sauf qu'il ne faut pas perdre de vue quelque chose qui est extrêmement important, et je trouve que beaucoup de gens le perdent de vue aujourd'hui. C'est que la démocratie directe est étroitement tributaire de la qualité du peuple qui l'exerce. Quand vous organisez un référendum dans le canton de Genève, sur une question déterminée, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats lorsque vous organisez un référendum dans une commune du nord de Paris, je ne sais pas, la Courneuve par exemple. Et vous imaginez la différence. On ne peut pas de nouveau tomber d'un fondamentalisme démocratique dans un autre fondamentalisme démocratique, parce que cette planche de salut qui pourrait être la démocratie directe pourrait vite se transformer en radeau de la Méduse. Et un ambassadeur de Suisse m'avait dit: prenez garde, vous voulez la démocratie directe en France, vous risquez surtout d'avoir les soviets. Donc l'expérience de la Révolution française, l'expérience des débordements de l'histoire de France nous amène plutôt à la modération, vérité, justice, modération, qui sont les trois pôles de la politique traditionnelle en vue de rechercher le bien commun, l'intérêt général, et nous aurions tout avantage à ne plus vénérer à genoux une illusion idéologique. Merci de votre attention.